Marie se précipita dans la chambre de sa sœur, le cœur battant, pour y découvrir sa meilleure amie, Sophie. Enlacée dans les bras de sa propre fiancée, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui fit voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir sur la loyauté. Au lieu de hurler ou de fuir, Marie resta figée, sentant une vague de trahison la submerger, mais aussi une étrange étincelle de compréhension pour les sentiments refoulés qu'elle avait elle-même ignorés pendant des années. Ce soir-là, la famille entière fut convoquée, et les accusations fusèrent comme des flèches empoisonnées, transformant une simple découverte en un scandale qui menaça de détruire les liens les plus sacrés. Marie avait toujours été la fille modèle de la famille Leclerc, une jeune femme de 25 ans vivant à Paris, étudiante en droit à la Sorbonne, avec des ambitions claires et un avenir tracé. Fille d'un avocat renommé et d'une mère au foyer issue d'une lignée conservatrice, elle avait appris à naviguer dans un monde où les apparences comptaient plus que tout. Sophie, sa meilleure amie depuis le lycée, était l'opposé, une artiste bohème de 24 ans, aux cheveux noirs courts et au sourire contagieux, qui peignait des toiles abstraites dans un petit atelier du Marais. Elles s'étaient rencontrées lors d'un cours de littérature, et leur amitié avait grandi au fil des cafés partagés et des confidences tardives. Mais dernièrement, Sophie avait semblé distante, prétextant des expositions pour éviter les sorties habituelles. Ce baiser volé n'était pas seulement une trahison amoureuse, il révélait les fissures dans la vie de Marie. Sa fiancée, Élise, une femme d'affaires ambitieuse de 27 ans, aux cheveux châtains ondulés et aux yeux vert perçants, avait été présentée à la famille comme la partenaire idéale. Élise incarnait la stabilité, avec son poste chez un grand cabinet de consulting et ses origines bourgeoises. Marie l'avait aimée, ou du moins cru l'aimer, pour la sécurité qu'elle offrait. Mais en voyant Sophie et Élise ensemble, Marie comprit que son propre cœur battait pour Sophie depuis longtemps, un sentiment qu'elle avait enfoui sous des couches de déni, craignant les jugements de sa famille catholique pratiquante. La confrontation fut brutale. Le père de Marie, un homme rigide aux principes inébranlables, apprit la nouvelle par sa sœur cadette, qui avait tout vu. « Comment as-tu pu laisser cela arriver sous notre toit ?» tonna-t-il lors du dîner familial improvisé. Marie, encore sous le choc, tenta de défendre Sophie. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Élise et moi, on avait des problèmes. Mais les mots sonnaient faux. » Élise, les larmes aux yeux. « Avoue tout, je suis désolée. » Marie, Sophie et moi. Ça a commencé innocemment, lors d'une de tes absences. Je ne voulais pas te blesser. Sophie, pâle comme un linge, murmura, « Je t'aime. » Marie, mais pas comme une amie. J'ai essayé de résister. Mais Élise, elle m'a comprise. La mère de Marie, effondrée, invoqua la Bible et les valeurs traditionnelles. L'homosexualité est un péché. Et maintenant, ça infecte notre maison, s'exclama-t-elle. Marie sentit son monde s'effondrer. Elle avait toujours su qu'elle aimait les femmes. Mais elle l'avait caché, épousant les attentes sociales pour éviter le rejet. Ce soir-là, elle choisit de protéger Sophie, mentant à sa famille en affirmant que c'était une erreur passagère. Mais le mal était fait. Son père lui posa un ultimatum, « Choisis ton camp. Marie. Si tu soutiens cette abomination, tu n'es plus la bienvenue ici. »
Marie quitta la maison familiale cette nuit-là, emportant seulement un sac avec quelques vêtements. Elle se réfugia chez une amie d'université, loin du tumulte. Allongée sur un canapé inconfortable, elle repensa à tous les moments partagés avec Sophie, les rires lors des promenades le long de la Seine, les confidences sur leurs rêves, les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Étaient-ce de l'amour? Ou simplement la confusion d'une amitié intense? Les larmes coulaient tandis qu'elle réalisait que sa décision de défendre Sophie l'avait isolée, mais aussi libérée d'un mensonge qu'elle se racontait à elle-même. Le lendemain, Sophie l'appela, la voix tremblante. Marie. Je suis désolée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Marie. La gorge serrée. Répondit, pourquoi Élise? Pourquoi pas moi? Sophie hésita, parce que tu étais fiancée à elle. Et je pensais que tu étais heureuse. Cette conversation raviva les blessures, mais planta aussi les graines d'une possible réconciliation. Marie décida de rencontrer Sophie en personne, dans un café discret du quartier latin. Assises face à face, elles déversèrent leur vérité. Sophie avoua son attirance depuis des mois, refoulée par peur de ruiner leur amitié. Marie confia ses propres doutes, son combat intérieur contre les normes sociétales qui l'avaient poussée à choisir Élise par convenance plutôt que par passion. Mais la société parisienne, avec ses cercles conservateurs, ne tarderait pas à se mêler de l'affaire. Des rumeurs circulèrent à la Sorbonne, où Marie étudiait. Des amis communs prirent parti, certains accusant Sophie de manipulation, d'autres soutenant que l'amour n'avait pas de genre. Marie sentit le poids des regards, des chuchotements dans les couloirs. Son père, influe dans les milieux juridiques, fit en sorte que son stage dans un cabinet soit annulé, prétextant un conflit d'intérêts. Tu dois apprendre la leçon, lui avait-il dit au téléphone. Marie, déterminée, chercha un nouveau stage. Mais les portes se fermaient une à une. Au milieu de ce chaos, Marie commença à questionner ses choix moraux. Était-il juste de pardonner à Sophie? De rejeter Élise complètement? Et surtout, de défier sa famille au risque de tout perdre? Les nuits étaient longues, remplies de débats intérieurs. Elle lisait des livres sur l'identité sexuelle, cherchant des réponses dans les témoignages d'autres femmes. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons, une mère célibataire qui l'avait élevée seule et qui, bien que libérale, craignait pour la sécurité de sa fille dans une France où les actes homophobes persistaient. Marie raccrocha le téléphone, les mains tremblantes, après avoir entendu son père lui annoncer qu'il coupait tout soutien financier, plus d'argent pour ses études, plus d'héritage en vue. Ce geste, qu'elle n'avait pas anticipé, la força à chercher un emploi à temps partiel dans un café du Marais, transformant sa vie d'étudiante privilégiée en une lutte quotidienne pour survivre. Sophie, rongée par la culpabilité, proposa de l'aider. Mais Marie refusa, préférant affronter seule les conséquences de ses décisions. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Marie et Sophie se voyaient en secret, leur rencontre chargée d'une électricité nouvelle. Lors d'une promenade nocturne près de Notre-Dame, Sophie prit la main de Marie. « Je t'aime vraiment. Tu sais. Pas juste comme une amie. » Marie, le cœur serré, répondit, « Moi aussi. Mais comment construire quelque chose sur les ruines de ma vie ?» Elles s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là. Un baiser timide mais sincère,
qui scella leur relation naissante. Pourtant, ce moment de joie fut vite éclipsé par la réalité. Élise ne disparut pas facilement. Elle contacta Marie, implorant le pardon, c'était une erreur. Sophie m'a séduite. Mais c'est toi que j'aime. Marie, sceptique, refusa de la voir. Mais Élise insista, envoyant des messages et même se présentant à son travail. Un après-midi. Dans le café bondé, Élise confronta Marie, tu vas tout perdre pour elle? Ta famille? Ta carrière? Réfléchis. Marie, les yeux emplis de colère, répliqua, j'ai déjà tout perdu à cause de toi. Laisse-nous tranquilles. Cette altercation attira l'attention des clients, et Marie fut réprimandée par son patron, risquant son emploi. La pression familiale s'intensifia. La mère de Marie, en larmes lors d'un appel, la supplia de revenir, ton père est furieux. Mais il t'aime. Reviens. Et on oubliera tout. Marie hésita, tentée par la sécurité d'une vie conventionnelle. Elle imagina un avenir où elle épouserait un homme, comme sa sœur l'avait fait, pour apaiser les tensions. Mais l'idée la révoltait. Sophie, sentant son doute, la confronta, si tu regrettes, dis-le-moi. Je ne veux pas être la raison de ton malheur. Marie, déchirée, choisit de rester. Mais ce choix la hanta. Dans les cercles sociaux, les amis se divisaient. Certains, progressistes, soutenaient leur couple, l'amour est l'amour, disaient-ils lors de dîners improvisés. D'autres, influencés par des normes traditionnelles, les évitaient, murmurant des jugements sur ces filles qui cherchent l'attention. Marie perdit des contacts précieux pour sa carrière, comme un mentor à la Sorbonne qui refusa de la recommander, citant des distractions personnelles. Sophie, elle, affronta le rejet de sa propre communauté artistique, où certains la voyaient comme une briseuse de ménage. Un soir, lors d'une exposition de Sophie, un incident éclata. Élise apparut, ivre et furieuse, accusant Sophie publiquement, « Tu as volé ma fiancée. Tu es une manipulatrice. » La galerie se transforma en scène de chaos, avec des invités choqués et des photos prises en douce. Marie défendit Sophie. Mais l'événement fit le tour des réseaux sociaux, exposant leur relation au grand jour. Le lendemain, Marie reçut un message anonyme, « Attention, les gens comme toi n'ont pas leur place ici. » La peur s'installa, rappelant les attaques homophobes récentes à Paris. Marie plongea dans une introspection profonde. Elle se rappelait son enfance. Élevée dans une maison où l'homosexualité était tabou, vue comme une déviance. Dieu nous a fait hommes et femmes pour une raison, répétait son père. Pourtant, en aimant Sophie, Marie se sentait plus authentique que jamais. Sophie, de son côté, luttait contre sa culpabilité, « J'ai trahi ton confiance. Comment peux-tu me pardonner ?» Elles passèrent des nuits à discuter, déconstruisant leurs peurs et reconstruisant leurs liens. Mais les sacrifices s'accumulaient. Marie abandonna son rêve de devenir avocate spécialisée en droits humains, optant pour un master plus modeste pour payer ses frais. Sophie vendit des toiles pour les aider financièrement, sacrifiant son art pur pour des commandes commerciales. Leur relation, bien que passionnée, était entachée de disputes. « Tu regrettes Élise ?» demandait Marie.
Non. Mais je regrette le mal que je t'ai fait, répondait Sophie. Un tournant arriva quand la sœur de Marie, loyale mais confuse, les contacta en secret. Papa est malade? Le stress l'a affaibli. Reviens. S'il te plaît. Marie, déchirée entre l'amour filial et son identité, décida d'affronter sa famille. Elle se rendit à la maison familiale en banlieue parisienne. Sophie à ses côtés pour la soutenir moralement, attendant dans la voiture. La rencontre fut explosive. Son père, amaigri, la regarda avec dégoût. Tu choisis cette vie de péché? Marie, la voix ferme, répondit, c'est qui je suis. Papa. Sophie m'aime pour moi. Pas pour les apparences. Sa mère pleura. Mais son père resta inflexible, alors. Pars. Tu n'es plus ma fille. Marie quitta la maison. Le cœur brisé, mais avec une résolution nouvelle. Ce rejet la propulsa vers une indépendance forcée, la forçant à questionner si l'amour valait tous ses sacrifices. Sophie trouva Marie en pleurs sur les marches de l'immeuble. Après son retour de la confrontation familiale, il l'enlaça sans un mot, sachant que les paroles ne suffiraient pas à apaiser la douleur. Ce geste simple renforça leur lien. Mais il révéla aussi les fractures. Marie commença à douter si persister dans cette relation valait la perte totale de sa famille. Bientôt, une opportunité professionnelle pour Sophie à Lyon menaça de les séparer, forçant Marie à choisir entre son amour et sa stabilité naissante à Paris. Les mois suivants furent marqués par une tension croissante. Marie, travaillant dur au café tout en poursuivant ses études, se sentait épuisée. Sophie, inspirée par leur histoire, créa une série de peintures abstraites sur l'amour interdit, qui attira l'attention d'une galerie lyonnaise. C'est une chance en or, dit Sophie, excitée. Mais ça veut dire déménager. Marie, paniquée, répondit, et nous? Tu vas m'abandonner comme ça? Sophie rassura, viens avec moi. On recommencera à zéro. Mais Marie hésitait, attachée à Paris et à l'espoir ténu de réconcilier avec sa famille. Les conflits intérieurs s'amplifièrent. Marie rêvait souvent de son père, revivant les disputes d'enfance sur les valeurs morales. L'homosexualité détruit les familles, avait-il dit un jour, citant des articles conservateurs. Marie se demandait si elle n'était pas égoïste, imposant sa vérité au détriment des autres. Sophie, elle, combattait ses propres démons, une enfance marquée par l'absence d'un père, la rendant craintive de l'abandon. Si tu ne viens pas, c'est que tu ne m'aimes pas assez, lança-t-elle lors d'une dispute. La société ajoutait son poids. À Paris, des manifestations pour les droits LGBTQ+ rappelaient les progrès, mais aussi les résistances. Marie assista à une, anonymement, sentant une solidarité nouvelle. Pourtant, un incident la ramena à la réalité, un collègue au café, apprenant sa relation, la harcela subtilement, avec des blagues déplacées. Les lesbiennes, c'est excitant, mais pas pour la vie réelle, dit-il. Marie, outrée, le signala, mais fut accusée de sensibilité excessive, risquant son job. Élise refit surface, offrant un emploi stable dans son entreprise. Pas de sentiment, juste de l'aide, assura-t-elle. Marie, tentée par la sécurité financière,
accepta un entretien. Sophie, apprenant cela, explosa. Tu vas travailler avec elle? Après tout. Marie répliqua, j'ai besoin d'argent. Tu pars à Lyon? Et moi? Cette trahison perçut creusa un fossé. Sophie partit pour un week-end à Lyon, laissant Marie seule avec ses pensées. Seule, Marie contacta sa sœur pour des nouvelles. Papa va mieux? Mais il parle de toi tous les jours. Il regrette? Je pense. Encouragée, Marie envoya une lettre à son père, expliquant son amour pour Sophie et demandant compréhension. La réponse fut cinglante, reviens seule? Ou pas du tout? Dévastée, Marie se tourna vers des groupes de soutien en ligne, où des femmes partageaient des histoires similaires de rejet familial. Sophie revint de Lyon avec une offre ferme. Je dois décider vite. Elles passèrent une nuit à débattre, rester à Paris signifiait stagner. Déménager impliquait tout quitter. Marie choisit de suivre Sophie. Un sacrifice énorme. Elles emballèrent leurs affaires, laissant derrière amis et souvenirs. À Lyon, elles louèrent un petit appartement, Sophie travaillant à la galerie, Marie cherchant un nouveau stage en droit. Mais l'adaptation fut dure. Marie se sentait isolée, loin de Paris. Des disputes éclatèrent sur des détails, finances, tâches ménagères, amplifiées par le stress. Sophie, absorbée par son art, négligeait parfois Marie, qui se sentait comme une intruse. Je t'ai suivi pour nous. Et tu es toujours dans ton monde, accusa Marie. Sophie répondit, je travaille pour nous deux. Un climax personnel arriva quand Marie reçut un appel de sa mère, ton père a eu une crise cardiaque. Viens vite. Marie prit le train pour Paris. Seule, Sophie restant pour une exposition cruciale. À l'hôpital, son père, faible, murmura, je t'aime. Mais je ne peux pas accepter ça. Marie, en larmes, répondit, moi non plus. Je ne peux pas changer qui je suis. Sa mère intervint, donne-lui du temps. Marie rentra à Lyon, plus déterminée, mais avec un vide intérieur. De retour à Lyon, Marie trouva Sophie en compagnie d'une collègue de la galerie, riant intimement, ce qui raviva les souvenirs de la trahison initiale et déclencha une jalousie incontrôlable. Au lieu de confronter calmement, Marie accusa Sophie d'infidélité, menant à une dispute explosive qui les força à questionner la viabilité de leur relation. Cette crise révéla les dommages accumulés, poussant Marie à envisager une séparation pour préserver sa santé mentale. Les jours suivants furent un enfer émotionnel. Sophie jura son innocence, c'était juste une amie. Tu es paranoïaque à cause d'Élise. Marie, hantée par le passé, répliqua, comment te faire confiance après ce que tu as fait? Elles dormirent séparément, l'appartement chargé de silence pesant. Marie, cherchant du réconfort, appela sa sœur, qui conseilla, l'amour vrai demande du pardon, mais aussi des limites. Cela planta le doute, avait-elle pardonné trop vite? La pression sociale à Lyon était différente, plus provinciale, avec des regards curieux sur leur couple. Lors d'une sortie, un passant les insulta, sale gouine. Sophie, furieuse, répondit. Mais Marie la retint, craignant l'escalade. Cet incident réveilla des peurs profondes, rappelant des statistiques sur la violence homophobe en France.
Marie commença à assister à des réunions d'associations LGBTQ+, trouvant une communauté qui l'aidait à guérir. Sophie, sentant la distance, proposa une thérapie de couple. On ne peut pas continuer comme ça. Marie accepta. Et les sessions révélèrent des vérités douloureuses. Marie portait le fardeau du rejet familial. Sophie celui de la culpabilité. La thérapeute questionna, êtes-vous ensemble par amour ou par habitude? Cette interrogation força Marie à réfléchir à ses choix moraux. Sacrifier sa famille pour Sophie était-il juste? Ou égoïste? Un appel d'Élise compliqua tout. J'ai entendu pour ton père. Si tu as besoin. Je suis là. Marie. Vulnérable. La rencontra à Paris lors d'une visite à l'hôpital. Élise. Repentante. Avoua, je t'ai perdu à cause de ma faiblesse. Sophie n'était qu'une distraction. Marie. Tentée par le confort familier. Confia ses doutes. Mais en rentrant, elle réalisa que son cœur appartenait à Sophie. La confrontation finale avec Sophie eut lieu une nuit pluvieuse. Je t'aime. Mais je dois savoir si tu es fidèle. Sophie. En larmes. Répondit, je le suis. Depuis le début. Élise était une erreur. Mais toi. C'est réel. Elles se réconcilièrent. Mais avec des conditions, plus de secrets. Plus de sacrifices unilatéraux. Le père de Marie sortit de l'hôpital. Et une réunion familiale fut organisée. Marie y alla avec Sophie. Défiant les normes. Son père. Affaibli. Les ignora d'abord. Mais sa mère plaida, donnons-leur une chance. Une discussion tendue s'ensuivit. Avec des arguments sur la morale, la religion et l'amour. Son père concéda, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Ce n'était pas une acceptation pleine, mais un pas. De retour à Lyon, leur relation s'améliora. Sophie vendit des toiles inspirées de leur histoire, gagnant reconnaissance. Marie trouva un stage dans une ING défendant les droits LGBTQ+, alignant sa carrière avec son identité. Pourtant, les cicatrices persistaient, des nuits d'insomnie, des doutes récurrents. Marie découvrit un message ambigu sur le téléphone de Sophie. D'une admiratrice de la galerie, suggérant une rencontre intime. Ce qui brisa la fragile paix reconstruite et mena à une ultime confrontation. Au lieu de fuir, Marie choisit de croire Sophie qui jura son innocence. Mais cette épreuve finale les força à évaluer si leur amour survivrait aux ombres du passé. Finalement, elles décidèrent de persévérer, transformant leurs blessures en force, mais laissant planer l'incertitude sur le prix payé. Les mois suivants consolidèrent leurs liens. Sophie refusa l'avance de l'admiratrice, prouvant sa loyauté. Marie, inspirée, organisa une exposition conjointe, peinture de Sophie illustrant des histoires de coming out, accompagnée de textes juridiques de Marie sur les droits. L'événement attira une foule diverse, générant débat sur l'acceptation sociétale. Des médias locaux couvrirent l'histoire, exposant leur couple positivement, mais attirant aussi des critiques conservatrices. La famille de Marie évolua lentement. Son père, lors d'une visite à Lyon, rencontra Sophie formellement. Je ne l'approuve pas. Mais je vois que tu es heureuse, admit-il. Sa mère, plus ouverte, envoya des colis de nourriture. Un geste symbolique.
Marie réalisa que la réconciliation demandait du temps. Pas une capitulation. Sophie affronta ses propres défis, une exposition nationale à Paris, où Élise réapparut comme sponsor. C'est professionnel, assura Sophie. Marie, jalouse mais confiante, l'accompagna. Lors du vernissage, Élise s'excusa sincèrement, j'ai appris de mes erreurs. Soyez heureuse. Ce pardon ferma un chapitre, libérant Marie. Pourtant, les motins haussés persistaient. Marie se demandait si imposer son orientation à sa famille était éthique, ou si elle aurait dû rester cachée pour préserver la paix. Sophie questionnait sa trahison initiale, ai-je le droit au bonheur après avoir causé tant de douleur? Elles en discutaient souvent, renforçant leur empathie. Leur vie à Lyon devint routine, promenade dans le vieux Lyon, dîner romantique, projet d'avenir. Marie termina ses études, obtenant un poste permanent à l'ONG. Sophie gagna un prix artistique, validant ses sacrifices. Elles parlèrent de mariage, défiant les lois et les normes. Mais les dommages étaient profonds. Marie souffrait d'anxiété, Sophie de dépression passagère. Elle continuait la thérapie, apprenant à naviguer les eaux troubles de l'amour lesbien dans une société en évolution. À la fin, Marie se regarda dans le miroir, voyant une femme transformée, plus forte, mais marquée. Leur histoire était un témoignage de résilience, mais aussi un avertissement sur les coups de l'authenticité. Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?